Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue à ce webinaire du groupe transversal PSDR Lien urbain-rural que nous animons avec Romain Melot et moi, Mathieu Bonnefond. Alors, aujourd'hui, on accueille Bertie Tarot, qui est enseignant-chercheur à l'ESA d'Angers et qui va nous présenter un travail réalisé dans le cadre du projet PSDR Farmen. Alors, pour présenter rapidement Bertie est agronome et sociologue. Elle travaille notamment sur le rôle de la profession agricole dans la gouvernance des territoires, en particulier sur les problématiques environnementales et foncières, et plus particulièrement sur les territoires périurbains ou sur le rural dit en transition dans l'Ouest. Elle est aussi responsable du laboratoire de recherche en sciences sociales de l'ESA et de la chaire mutation agricole. Elle va nous présenter donc un travail issu du projet Farmen intitulé Les agriculteurs dans la préservation des fonds de vallée, les écueils et succès des politiques publiques d'environnement territorialisées. Donc un travail qui fait sur le bassin de la Maine, dans une partie du bassin de la Maine qui correspond au Sarton, un affluent de la Sarthe. Donc, elle va nous présenter tout ça. L'idée, là, c'est qu'on l'écoute une vingtaine de minutes et puis qu'ensuite, on puisse échanger avec Bertie à partir du chat. Donc, on vous invite dès maintenant à poser vos questions sur le chat de façon à ce qu'on puisse après nous modérer les questions et échanger de manière efficace avec Bertie pendant une vingtaine de minutes. Voilà, Bertie, je te laisse la parole. Et on vous demande juste aux participants de désactiver vos micros et caméras. Et si vous avez des questions, de les poser via le chat et on les reformulera. Voilà, Bertie, à toi. Bonjour à tous et merci Mathieu et Romain pour l'invitation à présenter ces travaux dans le cadre de ce webinaire. Alors, ces travaux, ils ont été pensés et construits avec des collègues de l'ESA, donc en particulier Annie Sigwald, qui comme moi est sociologue, Nejla Benarfa, économiste, et Timothée Petit, zootechnicien. Et bien sûr, ils s'appuient sur les réflexions et travaux de consortium du projet Farmen, que je ne citerai pas tous ici puisqu'ils sont relativement nombreux. Alors, il faut juste... Voilà. Quel est le contexte de notre recherche et ses enjeux? Nous partons du constat qu'en France, on observe une diminution des prairies qui opère de manière assez différente sur les territoires, mais qui est néanmoins importante. Or, le maintien de ces prairies est un enjeu important pour préserver l'environnement et en particulier deux enjeux qui nous intéressent beaucoup ici, la biodiversité et la qualité de l'eau. La littérature scientifique s'est penchée sur différents instruments d'action publique visant à préserver ces prairies et a pu montrer l'efficacité de certains instruments, comme celui des ICHN. En parallèle, on a assisté en particulier depuis les années 2000 à une multiplication et à une diversification des instruments d'action publique visant à préserver l'environnement. Par ailleurs, ce qui nous intéresse en particulier, c'est que ces instruments se superposent et s'accumulent sur certains territoires dont l'intérêt environnemental est reconnu. C'est le cas en particulier des fonds de vallée. Alors, je vais illustrer ce contexte sur le terrain de projet de recherche Farmen, qui est le bassin de la Maine dans l'ouest de la France. Sur ce bassin, nous nous sommes donc intéressés particulièrement aux espaces de fonds de vallée. Ces fonds de vallée, nous les avons définis à partir de critères topographiques. Ce sont des espaces plans situés de part et d'autre de cours d'eau et délimités par des pentes, donc les versants. Alors, cela nous permet de les représenter sur la carte que vous voyez à droite de la diapo. Ça nous permet également de décrire plus précisément l'occupation du sol sur ces fonds de vallée dans le bassin de la Maine. Ce qui est notable, c'est que sur ces fonds de vallée, nous avons une occupation prairiale dominante et qui est plus importante que sur le reste du bassin de la Maine. Et nous avons des terres arables présentes pour à peu près un tiers des surfaces. Mais ce qui nous intéresse surtout,
ce sont les dynamiques d'occupation des sols sur ces fonds de vallée. Et nous pouvons relever 4 dynamiques agricoles et paysagères dominantes sur ces territoires. La première, c'est une dynamique de fermeture des paysages de fonds de vallée humides. Cette fermeture, on peut l'attester avec les données Cory-Lancover sur la période 90-2012, où on voit que les forêts et milieux semi-naturels ont progressé. Ils ont progressé plus que sur le reste du bassin de la Maine. On voit également que la catégorie végétation arbustive en mutation, qui correspond en gros aux friches, s'est largement développée sur les fonds de vallée, également plus que sur le bassin de la Maine. Deuxième dynamique importante, le mitage des terres agricoles en lien avec l'urbanisation. Troisième dynamique, le débocagement au profit de terres labourables qui se traduit par l'agrandissement des parcelles cultivées et l'arasement des haies. Et enfin, quatrième dynamique importante pour nous, celle de la diminution des prairies. Et on observe que sur les fonds de vallée du bassin de la Maine, elle diminue de 3% sur la période. C'est un peu moins que sur le reste du bassin de la Maine. Mais ce qui est préoccupant, et ça c'est l'analyse des données du registre parcellaire graphique qui nous permet de le préciser, c'est que dans cette diminution des prairies, en fait ce sont principalement les prairies naturelles qui régressent sur les fonds de vallée, alors que les prairies temporaires s'accroissent un petit peu. Donc ces différentes dynamiques posent problème vis-à-vis de la préservation des enjeux écologiques de ces espaces de fonds de vallée. Dernière idée que j'introduisais, c'est celle d'un investissement public important, et en particulier sur les fonds de vallée. Alors, vous avez représenté ici la diversité des instruments d'action publique environnementaux sur le territoire du bassin de la Maine. On dénombre 836 zones ou sites objets de politique publique d'environnement sur ce bassin. Alors, vous voyez, il y en a une diversité entre des zones de protection réglementaire, des zones du site du réseau Natura 2000, des zones d'inventaire, des sites protégés de type conservatoire d'espaces naturels, les territoires des parcs naturels régionaux sur notre terrain. Alors, sur cette carte, on voit également que l'investissement public est plus soutenu sur les fonds de vallée qu'ailleurs. Alors, comme je l'évoquais précédemment, ce qui nous intéresse ici, ce sont les effets de la superposition de dispositifs d'action publique sur des territoires à enjeu. Or, la littérature pointe la complexité de la mise en œuvre de ces politiques publiques d'environnement. D'un côté, un certain nombre d'instruments relèvent de politiques procédurales et participent du développement d'une gestion publique territorialisée. Je pense par exemple aux dispositifs Natura 2000, aux SDAG, aux schémas régionaux de cohérence écologique, etc., qui supposent la mise en œuvre d'espaces de négociation autour d'un problème territorialisé et qui mobilisent une diversité d'acteurs partie prenante de la résolution de ce problème. Et donc, les agriculteurs sont partie prenante de certains de ces dispositifs. Mais dans le même temps, sur ces territoires, on a d'autres instruments, ça peut être des instruments réglementaires et coercitifs, comme les arrêtés de protection de biotopes. Ça peut être des instruments qui renvoient à une logique de gouvernement par projet. Et là, on pense par exemple au programme LIFE ou au contrat nature. Donc, c'est complexe. Mais en plus, dans ce contexte, la possibilité, en particulier pour les agriculteurs, d'intervenir dans l'espace politique local autour de la mise en œuvre de ces politiques publiques pose question, d'autant plus que ce groupe professionnel connaît une diminution de ses effectifs et une recomposition des formes de l'action collective. Et j'en viens du coup à notre question de recherche. Au niveau du projet Farmen dans son ensemble, nous partons du constat que les espaces de fonds de vallée sont fortement et concrètement impactés par les politiques publiques d'environnement, et le projet cherche à questionner les effets de ces politiques sur les systèmes et le foncier agricole dans les fonds de vallée. À l'échelle de la recherche et de l'étude que je présente ici, nous nous sommes particulièrement intéressés à la façon dont les agriculteurs se saisissent des dispositifs d'action publique environnementale territorialisés, avec différentes sous-questions. Quels sont leurs usages et leurs pratiques sur le foncier de fonds de vallée? Est-ce qu'elles sont spécifiques? Est-ce qu'elles évoluent? Quel est le rôle des politiques publiques d'environnement dans ces usages et pratiques et dans leurs évolutions? Et enfin, comment les agriculteurs perçoivent le développement de ces espaces de négociation locaux autour des politiques publiques d'environnement?
Alors, quelques mots sur le terrain et les méthodes adoptées. Nous avons donc conduit une enquête centrée sur un territoire spécifique, qui est la vallée du Sarton et des Alpes-Mancelles. Vous le voyez sur la carte en haut à droite, c'est tout au nord du bassin de la Maine. C'est un territoire qui est reconnu pour ses qualités écologiques, avec des espaces aquatiques remarquables et une très bonne qualité de l'eau. Sur ce territoire, comme sur d'autres territoires de fond de vallée, on a typiquement l'émergence et la superposition d'instruments de politique publique environnementale à partir de 1992 principalement. Et je ne vais pas revenir sur leur diversité, vous les aurez donc sur la carte et dans le focus, mais donc, on a des instruments coercitifs, persuasifs, infrastructurels, par exemple. On a eu un investissement dans l'installation d'abreuvoirs sur les berges, et incitatif avec comme instrument phare pour les agriculteurs les dispositifs MAE qui sont présents sur ce territoire, en particulier avec de nombreuses MAE prairiales. Donc un territoire typique de la problématique que j'exposais en introduction. Sur le plan agricole, quelques mots pour présenter ce terrain également. Il se caractérise par des exploitations assez petites pour le territoire, avec 48 hectares de moyenne, des exploitations assez herbagères, la surface de prairie, en particulier la surface toujours en herbe, sont assez importantes, 36%, et ce sont principalement des exploitations d'élevage avec un système bovin-lait qui domine, des exploitations bovin-viande, des polycultures élevage assez présentes également. Remarque importante, là seulement, et en particulier les surfaces en prairie sont stables entre 2010 et 2016. Concrètement, nous avons enquêté en 2018 auprès de 28 agriculteurs répartis sur les 15 communes du territoire et qui exploitent des terres de fond de vallée. Leur production représente les productions de ce territoire en général. Ils sont assez jeunes, ils ont 47 ans en moyenne. Notre guide d'entretien comprenait 5 thèmes. Je vous laisse les lire à l'écran. Notez que pour cette enquête, ce sont les enquêtés qui eux-mêmes ont défini les terres de fond de vallée. Donc, on leur a proposé la définition, c'était eux qui devaient expliciter leur pratique sur les fonds de vallée sans que nous imposions cette définition, la délimitation géographique. Enfin, notre analyse a conduit à s'intéresser d'une part au système, d'autre part aux pratiques en fond de vallée et enfin aux représentations des politiques publiques d'environnement, mais je vais les développer tout de suite. Alors, quels résultats? D'abord, on observe que ces agriculteurs ont des prairies naturelles sur leurs terres en fond de vallée et c'est absolument dominant puisque 87% des surfaces en fond de vallée de ces agriculteurs sont occupées par des prairies naturelles. Les autres usages sont des prairies temporaires, des bois, des friches et des cultures. Deuxième résultat important, nous sommes intéressés au type de système de ces exploitants et on peut en distinguer 3 pour lesquels les fonds de vallée ont des rôles différents. Je vais prendre le temps de les décrire parce que c'est très structurant pour la suite des résultats. Vous avez d'abord ce qu'on a appelé les grands GAEC de culture et d'élevage. Leur surface moyenne est d'à peu près 200 hectares, dont près de 20% en fond de vallée. Donc, c'est relativement peu par rapport au reste de l'échantillon. Ce sont des exploitations de culture et d'élevage. Les ateliers animaux, c'est souvent du bovin à lait, parfois allaitant. Et le système fourrager, il est basé sur une part significative de maïs. Les prairies représentent 60% à peu près des surfaces fourragères. Alors, dans les fonds de vallée, les prairies sont des prairies naturelles et ailleurs, ce sont des prairies temporaires. Donc, on a des grandes exploitations de polyculture élevage avec une logique d'intensification de la production fourragère sur les terres sèches. Et c'est dans cette catégorie qu'on rencontre le plus d'exploitants qui ont d'autres usages des terres de fond de vallée, des cultures, des bois ou des friches. Ensuite, on trouve des petites exploitations d'élevage allaitant herbagère. Elles font en moyenne 32 hectares. La moitié des terres sont en fond de vallée, c'est très important. Ce sont des élevages spécialisés en bovins allaitants ou en ovins, plutôt des petits troupeaux. Toutes les terres sont en prairie et presque toutes en prairie naturelle.
Donc, le système fourrager est donc basé sur l'herbe et les fonds de vallée ont un rôle crucial dans ces systèmes. Troisième catégorie, les moyennes exploitations d'élevage, spécialisées soit en bovins allaitants, soit en bovins laitiers. Elles ont une assiette moyenne de 116 hectares. Un tiers des terres sont en fonds de vallée. La plupart de la SAU est consacrée à la production de fourrage. Et pour ces éleveurs, les fonds de vallée ont un rôle important dans l'alimentation des animaux. Mais leur système fourrager ne repose pas uniquement sur les prairies naturelles. Il est complété par des cultures fourragères d'herbes et de maïs. Donc voilà pour le descriptif, mais ce qui nous intéressait davantage encore, c'est les dynamiques de ces systèmes et elles sont différentes. Là aussi, je vais prendre un peu le temps de les décrire et puis d'insister sur le rôle que peuvent avoir les politiques publiques d'environnement dans ces dynamiques. Pour les grands GAEC, on observe un très fort développement. Dans tous les cas, l'exploitation a été beaucoup développée depuis l'installation de l'enquêté, avec de la reprise des terres. Les structures ont presque doublé de surface depuis leur installation, une augmentation du cheptel, un développement des cultures, pour certains de la méthanisation, etc. Globalement, on a une augmentation de la productivité du travail. Et parmi toutes les terres qui sont reprises, il y a des fonds de vallée qui sont intégrés, comme on disait, pour le système fourrager. Les petites exploitations d'élevage herbager, je dis qu'elles calibrent un projet de production pour un exploitant seul. En fait, elles se caractérisent par un très faible développement des structures, plus 8 hectares seulement depuis l'installation, c'est faible. C'est une logique assumée de travailler sur des structures stables, modestes, limiter l'endettement, contenir le travail, extensifier la production. Alors, pour ces enquêtés, on l'a vu, les fonds de vallée, c'est très important. Et parfois, les politiques publiques d'environnement ont participé au choix d'installation sur ce territoire ou sont citées comme des contraintes de développement pour ces systèmes. Troisième catégorie, les exploitations moyennes. Là, on observe un développement modéré des structures, présent mais moins important que pour les grands GAEC. Ils sont amenés à reprendre des terres de fonds de vallée plutôt plus que les deux autres catégories. Et pour beaucoup, donc on a en même temps un petit agrandissement du cheptel. Et pour d'autres, à peu près la moitié de cette catégorie, on a un projet d'extensification des pratiques. Cela peut se traduire par l'arrêt du maïs ou par la conversion à l'agriculture biologique. Ce processus d'extensification est souvent lié à différentes choses. Des difficultés conjoncturelles, des motivations personnelles, une dynamique sociale locale qui est très porteuse, notamment pour le bio. Et plusieurs éleveurs citent le contexte institutionnel comme un facteur facilitant la conversion à l'agriculture biologique et plus généralement au maintien des activités. Alors, j'ai cité parfois les politiques publiques d'environnement, mais dans l'ensemble, ce qu'on remarque, c'est qu'elles jouent quand même modestement sur les choix d'évolution des structures et des systèmes. En particulier, ce que j'écris, la mise en place de ces différents dispositifs agri-environnementaux n'a pas généré des changements structurels systémiques sur le territoire, en tout cas pas de manière visible à l'échelle de temps qu'on a observé. Alors, je vais passer plus rapidement sur les pratiques de gestion des prairies en fond de vallée. Déjà, ces prairies sont des prairies naturelles. Sur ce type de prairie, il y a assez peu d'interventions, du broyage, de l'entretien de la haie et de la récolte. Et en fait, on remarque que ces interventions, elles sont assez homogènes. Les éleveurs considèrent que ce n'est pas très différent de ce qu'ils font sur d'autres prairies naturelles. Comment ces pratiques ont-elles évolué? Eh bien, déjà, elles ont peu évolué. Pour la moitié des enquêtés, elles sont stables, ces pratiques, dans le temps. Alors, là, on voit apparaître davantage le rôle des politiques publiques. Si elles sont stables, c'est soit parce qu'elles sont très adaptées à un contexte naturel très spécifique, soit parce qu'il y a une contrainte réglementaire qui empêche toute évolution. Pour à peu près un quart des enquêtés, on observe une extensification des pratiques. Cette extensification, elle est dite comme le résultat d'une contrainte administrative. On ne peut plus y aller, elle s'enfriche, donc on intervient moins sur ces pratiques, ou bien pour limiter le risque administratif lié à des contrôles importants. Et cette attitude d'extensification des pratiques, elle est plutôt présente dans les grands GAEC de culture et d'élevage. Notons que dans ce cas, les enquêtés considèrent que l'extensification dégrade la qualité productive des parcelles.
Et pour à peu près un sixième des enquêtés, on observe une dynamique de réinvestissement des parcelles pour les rendre plus productives. Il va s'agir d'entretenir les haies, de produire du bois, d'améliorer l'abreuvement, de faire du sursemis, d'augmenter le chargement, etc. Alors, dans ces projets-là, souvent, les agriculteurs disent qu'ils vont devoir sortir des MAE, et ce sont plutôt des attitudes qu'on retrouve chez les moyennes exploitations d'élevage. Notre troisième type. J'arrive à la troisième partie de mes résultats. Quels sont les rapports des agriculteurs aux politiques publiques d'environnement territorialisé? Alors, l'observation majeure, c'est qu'ils ont presque tous eu recours à un contrat MAE au cours de leur carrière, 22 sur les 28 enquêtés, mais seulement 6 déclarent souhaiter renouveler leur engagement, donc on a un processus de désengagement assez généralisé. On peut noter des différences sensibles entre les types. Pour les grands GAEC de culture et d'élevage, la motivation à l'engagement MAE était pour certains de compenser la baisse des aides PAC et ça a induit un changement de pratique effectif. Aujourd'hui, ils souhaitent très généralement sortir du dispositif. Pour les petites exploitations herbagères très intégrées dans les fonds de vallée, en fait, ce sont des éleveurs qui n'ont jamais eu recours au MAE et qui ne souhaitent pas rentrer dans ce dispositif. Enfin, pour les moyennes exploitations spécialisées d'élevage, ce sont des agriculteurs souvent engagés depuis très longtemps dans le dispositif MAE qui nous disent qu'elles n'ont pas engagé un changement de pratique, mais que ça a permis de soutenir le maintien de leur élevage et de leur exploitation. Et ils sont un peu plus nombreux à vouloir poursuivre. Notons que les jeunes agriculteurs, je reviens sur la diapo, sont plus présents dans les deux premières catégories, donc les grands GAEC et les petites exploitations qui sont aussi les plus distantes ou les plus désengagées des MAE. Alors, comment expliquer ce processus de désengagement? Les représentations ou les perceptions que se font les agriculteurs du dispositif des politiques publiques d'environnement nous aident à comprendre. On observe une critique très forte sur la gouvernance du dispositif. Les agriculteurs critiquent la complexité, dispositif instable, trop d'interlocuteurs, pas clair, des différences entre parcelles, entre régions, etc. Ils critiquent sa bureaucratisation, il y a trop de travail administratif, trop de demandes d'autorisation et une pression des contrôles trop élevée. Ils critiquent le manque de prise en compte des agriculteurs et de leurs enjeux. Ils se sentent pour beaucoup trop peu consultés et pris en compte et considèrent que leurs interlocuteurs sont trop distants. Alors, ces différentes critiques nous amènent à souligner le sentiment de perte d'autonomie en fait des agriculteurs dans la mesure où ils sont soumis à des demandes de contrôle et d'autorisation. Ils perdent une capacité à agir librement sur ces terres et dans la mesure également où les mesures qui s'appliquent sur leurs exploitations leur semblent inadaptées aux enjeux agricoles et environnementaux locaux. Ils soulignent en fait l'absence de prise en compte de leur connaissance du contexte local. Donc, ça fait que ce dispositif est perçu comme un dispositif d'imposition de règles exogènes par des agents et des administrations dont ils se sentent assez distants. Alors, cette critique très, très forte, elle est en tension avec une très, très forte adhésion aux principes des politiques publiques environnementaux. De manière unanime, les enquêtés considèrent souhaitable qu'il y ait un investissement public fort pour la préservation des qualités écologiques des fonds de vallée. Ils considèrent que l'agriculture a un rôle à jouer dans cet enjeu. Et étant donné la présence importante historiquement de l'élevage sur le territoire et du fait que c'est un territoire reconnu pour ses qualités écologiques, les éleveurs nous disent qu'ils se considèrent garants du bon état écologique de la vallée du Sarton. Et du coup, ils déplorent d'autant plus la faible prise en compte de leur point de vue et l'inadaptation, selon eux, des règles locales aux enjeux productifs et environnementaux sur ce territoire. Alors, que retenir de ce travail? Je voudrais insister sur 3 éléments de conclusion et de discussion. D'abord, nous montrons, comme d'autres auteurs avant nous, que les agriculteurs ont des rapports différenciés au fonds de vallée et ça se traduit par des systèmes de production contrastés qui empruntent des dynamiques différentes, qui permettent d'expliquer du coup à la fois un processus d'enfrichement à l'œuvre, y compris sur les exploitations agricoles, et de maintien des prairies.
Dans cette dynamique agricole, les politiques publiques d'environnement semblent jouer de manière assez limitée sur les dynamiques des systèmes en particulier. L'évolution des systèmes et dans une certaine mesure des pratiques est avant tout liée au fait que les fonds de vallée sont des terres avec des caractéristiques naturelles très spécifiques et que les pratiques et systèmes se sont adaptés d'abord à ça et que les logiques d'action sont principalement structurées par la fonction de production. Ces observations sont confortées par d'autres travaux de la littérature. Malgré tout, on montre ici, comme ailleurs d'ailleurs aussi, que les politiques publiques d'environnement ont pu participer au soutien économique des élevages. Deuxième idée importante, malgré leur diversité, les éleveurs jugent de manière très similaire les dispositifs des politiques publiques d'environnement. Et on souhaite souligner d'une part qu'on observe un enrôlement au sens de Calon très réussi des agriculteurs, c'est-à-dire qu'ils adhèrent à l'ambition des politiques publiques et au principe des politiques publiques d'environnement. Cela suggère que la multiplication en fait des actions locales depuis 1992 a contribué au développement d'une culture professionnelle écologisée. Mais on assiste aussi à la montée de critiques très fortes sur la gouvernance du dispositif qui se traduit par un désengagement dominant, même s'il est un peu différencié selon les producteurs. Donc on voit ici une tension entre la défense de l'autonomie professionnelle, c'est-à-dire les agriculteurs se considèrent légitimes et compétents pour contribuer à concevoir les règles agroécologiques sur ce territoire, une tension entre cette défense de l'autonomie donc, et une difficulté à agir dans la gouvernance locale des dispositifs. Alors cette tension, là aussi, ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau, mais elle est très très nette sur le sarton. Alors ce qui, par contre, nous semble plus original, c'est que dans la littérature, on décrit souvent un enrôlement différencié des agriculteurs dans ces territoires ou dispositifs, où finalement la mise en œuvre des politiques publiques d'environnement va promouvoir certaines formes d'agriculture et en disqualifier d'autres. Ici, il nous semble que la diversité interne des agriculteurs ne se traduit pas par une mobilisation différenciée ou par la promotion de certains systèmes au détriment des autres. Dernier élément de conclusion sur lequel on voudrait ouvrir aussi la discussion, il nous semble qu'on assiste à une diminution de la capacité d'orientation de la puissance publique sur ce territoire. Pourquoi ? D'abord, les agriculteurs les plus proches en pratique des ambitions des politiques publiques environnement, je pense aux systèmes herbagers qui sont inscrits dans les fonds de vallée, sont aussi les plus distants du dispositif d'action publique. Tout se passe comme si l'institutionnalisation et la bureaucratisation de ces politiques publiques agissaient comme un repoussoir pour ces agriculteurs qui ne s'y engagent pas. Tout se passe aussi comme si la multiplication des scènes et la complexification du dispositif démobilisaient les agriculteurs. Et nous notons que ce désengagement est plus important chez les jeunes agriculteurs que chez les autres dans notre échantillon. Du coup, ça nous amène à défendre l'idée selon laquelle la superposition des instruments d'action publique environnementale sur ce territoire semble avoir un effet contre-productif en induisant un processus de désengagement des agriculteurs. Voilà, j'en ai fini pour ma part. Et donc, vous pourrez citer les références citées dans la présentation. Bien. Merci beaucoup, Bertille. J'ai posé les quelques questions qui ont été mises sur le chat. Je vais en reprendre certaines. On a des questions un petit peu sur la précision, des éléments de précision sur le contexte, notamment est-ce qu'il y a des parcelles drainées, concernant aussi les MAE par rapport aux règles, aux contraintes qui sont imposées aux exploitants. Est-ce qu'il y a aussi une concurrence entre MAE, notamment les MAE prairies et les MAE biodiversité? Et puis aussi, quels sont les types de MAE? Si elles ont une entrée eau, une entrée érosion ou biodiversité? Alors, j'avoue que j'ai plus tellement en tête la proportion et l'existence de parcelles drainées. À ma connaissance, on n'en a pas rencontré parmi les enquêtés, mais ça demanderait à être vérifié. Pour les MAE disponibles
mobilisables sur ce territoire. En fait, il y en a 11, avec parmi elles 9 MAE qui sont des MAE prairies, gestion extensive des prairies, en gros, et gestion extensive des prairies humides, plus parcelles enherbées avec encadrement du chargement. Une MAE qui est la MAE haie, entretien des haies, et une MAE système sur la MAE système de polyculture élevage à dominante élevage. Donc, je n'ai pas étudié précisément les différentes indications de ces MAE pour regarder si elles étaient entre elles cohérentes ou pas. À ma connaissance, ce n'est pas vraiment ça la difficulté. La complexité qui est citée souvent et la difficulté, c'est notamment le fait qu'on est sur plusieurs régions administratives, donc on peut avoir des paiements qui sont différents pour ces mesures-là selon les territoires. C'est le fait aussi que tout simplement les agriculteurs ont du mal à s'y retrouver et à savoir quoi faire, quand demander une autorisation, et ils ont le sentiment que la mise en œuvre de cet ensemble de mesures, dont les MAE sont la partie la plus importante et la plus connue pour eux, est quelque chose de compliqué. Ensuite, les mesures relatives à l'arrêté de protection de biotope portent spécifiquement sur l'abreuvement. Donc, c'est une interdiction pour les animaux d'aller s'abreuver dans le cours d'eau et ça implique des aménagements d'abreuvoirs sur les berges. Donc, à ma connaissance, ça n'est pas en tant que tel contradictoire avec les MAE qui sont repérés ici. Ça, c'était pour les MAE. J'ai peut-être loupé une question. Non, c'était principalement des MAE prairies, très largement. Les MAE prairies. Il y avait une question sur le type de terre. Est-ce qu'elles sont drainées ou pas? Oui, c'est ce que je disais, en fait. Je crois, de mémoire, mais ça mériterait d'être vérifié, qu'il n'y a pas de terre drainée parmi nos enquêtés. On avait des questions un petit peu plus sur les stratégies foncières, notamment des agriculteurs par rapport à l'agrandissement. Est-ce qu'ils mettent en place des stratégies d'achat, de location? Est-ce qu'il y a des enjeux aussi entre ces stratégies foncières et les MAE, les aires finalement d'éligibilité des MAE? Alors, les stratégies foncières, je n'ai pas précisé ces données-là, mais elles seront dans le focus si vous voulez approfondir. Les différents systèmes ont des modes de faire valoir différents. Donc, si je reprends les grands GAEC, les grands GAEC, par exemple, sont principalement sur un faire-valoir indirect. 15% des terres sont en propriété. Et dans les fonds de vallée, on est sur le même ratio, à peu près 15% en propriété également. Sur les petites exploitations à l'étang herbagère, là, on a une stratégie de faire-valoir direct dominante. Donc, les 3/4 des terres, en gros, sont à faire valoir direct et c'est la même chose pour les fonds de vallée, les 3/4 des terres en faire valoir direct. Et pour les moyennes exploitations d'élevage, troisième catégorie, on est dans une situation intermédiaire avec un peu moins de 30% des terres en faire valoir direct sur l'ensemble de l'exploitation, mais sur les fonds de vallée, c'est un petit peu plus important avec 35% des terres en faire valoir direct pour nos enquêtés. Ensuite, dans les stratégies d'évolution, on n'a pas pu retracer ou repérer de choses très particulières sur la façon d'accéder aux terres de fonds de vallée. Pour les grands GAEC, il semble que en fait, les terres de fonds de vallée, quand elles sont prises, le sont le plus souvent en location, mais comme les autres en fait. Et pour la dernière catégorie, donc la deuxième catégorie, il n'y a pas d'agrandissement. Voilà, on s'installe sur une exploitation et puis on la garde telle qu'elle est, en gros. Et pour la troisième catégorie, quand on récupère des terres de fonds de vallée, elles sont un peu plus souvent achetées que louées. Ce qu'il faut noter aussi sur le rapport aux fonds de vallée, c'est que pour la première catégorie, on a plus souvent des usages de fonds de vallée non agricoles. C'est-à-dire qu'on a plus de bois et plus de friches, mais qu'en plus, on a des usages de loisirs des terres en fond de vallée, donc on a un rapport aux terres de fond de vallée qui est un peu différent. Les grands GAEC de culture et d'élevage, c'est dans cette catégorie qu'on a le plus enquêté qui nous disent pratiquer la pêche et la chasse, notamment dans les fonds de vallée.
bien plus que les deux autres catégories. Une autre question, tu as beaucoup insisté dans ta présentation là, sur l'importance des jeunes agriculteurs, donc le fait qu'on a une population plutôt jeune. Et donc des questions un petit peu sur ce sujet. Voilà, est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus, dans quelle mesure le profil de la jeunesse des agriculteurs enquêtés influe aussi sur les comportements observés? Est-ce qu'on n'a pas aussi affaire à des jeunes qui ont peut-être une difficulté à s'approprier différents dispositifs très très lourds qui sont par ailleurs très très sollicités sur d'autres formes d'action collective dans la profession. Alors, c'est intéressant de repréciser ça et en ces termes, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'on a à la fois un effet d'âge et un effet de génération dans le rapport des jeunes aux politiques publiques. Je m'explique un petit peu. Effet d'âge. Je vous ai dit qu'il y a un certain nombre d'agriculteurs qui disent réinvestir les fonds de vallée, entretenir plus les haies, broyer mieux, se débrouiller pour que les prairies soient des prairies, que ça ne s'enfriche pas, y passer du temps, réaménager les abreuvoirs quand ils sont un petit peu en déliquescence, etc. Ces agriculteurs qui disent y passer plus de temps sont des agriculteurs qui ont passé le milieu de carrière en fait et qui nous disent maintenant j'ai plus de temps, donc je m'occupe des fonds de vallée. Donc la stratégie de réinvestissement des fonds de vallée, il y a un effet d'âge. C'est quand on est installé dans sa carrière qu'on arrive à se dégager du temps pour le faire. Et du coup, inversement, on peut faire l'hypothèse que les jeunes ont bien d'autres choses à faire que ça quand ils s'installent et que quand on est jeune, on a peut-être tendance à un peu les délaisser. Donc ça, c'est l'effet d'âge qui est certainement une réalité. Et puis un effet de génération aussi. Nous, nos enquêtés, je vous ai dit, ils ont 47 ans en moyenne. Bon, il y en a des vieux, il y en a des jeunes. Hein. Ils se sont installés depuis, pour certains, assez longtemps et pour d'autres, après 2012. Ce qu'on observe, c'est que dans notre échantillon, qui est énorme, hein, les agriculteurs installés depuis 2012 font partie soit des grands GAEC qui sont installés dans des grands GAEC, soit des petites exploitations à l'état herbagère. Il y a assez peu de nouveaux installés dans la catégorie des moyennes exploitations d'élevage. Hein. Et ces deux catégories, en fait, sont celles où on a le plus souvent soit un discours de retrait, soit le fait qu'on n'est pas du tout intéressé pour rentrer dans un dispositif agri-environnemental. Donc là, on n'a pas un échantillon très très important. C'est pas évident d'être complètement affirmatif sur cet effet de génération. Malgré tout, nous on a pu conduire au niveau de notre équipe il y a quelques années une enquête auprès d'agriculteurs, disons proches de la LPO, donc dans une posture agroécologique, et qui pour beaucoup s'étaient installés récemment. Et on a observé un phénomène de prise de distance vis-à-vis de l'ensemble des dispositifs institutionnels, et en particulier des dispositifs MAE, parmi ces agriculteurs écologues aussi. Donc on peut faire l'hypothèse qu'en tout cas pour la catégorie des petites exploitations à l'état herbagère, les nouvelles installations dans ce profil d'agriculture qui vont chercher des terres en fond de vallée pour faire un projet agricole relativement atypique dans le sens où c'est des exploitations beaucoup plus petites que la normale, souvent adossées soit de la pluriactivité, soit de la diversification, vente directe, etc. Cette catégorie d'agriculteurs sont assez loin ou assez distants des dispositifs de politique publique environnementale. Alors même que dans leur culture, dans leur projet, la préservation de l'environnement est quelque chose d'extrêmement ancré et important. Je ne sais pas si je peux préciser beaucoup plus. Je peux aussi vous dire qu'au-delà de cette étude, dans le cadre du projet Farmen, on a organisé des ateliers de prospective locaux où on a rassemblé sur 4 séances une vingtaine de participants, dont des agriculteurs, mais d'autres acteurs également, et on a été amené à échanger sur l'avenir du territoire. Cette question de la difficile mobilisation de jeunes agriculteurs, à la fois dans l'atelier local concrètement, mais aussi autour de projets collectifs
sur la valorisation de l'environnement était très très présente. C'était une préoccupation des participants. Et ces participants témoignaient du fait que les nouveaux agriculteurs qui s'installaient notamment dans le cadre de GAEC, en gros, ne voulaient pas s'embêter avec l'ensemble de ces dispositifs et de ces mesures. Et donc, ils étaient assez inquiets de ces évolutions. On a d'autres questions et puis on conclura. Des questions sur la structure des exploitations, notamment entre le fond de vallée et puis les versants, et le choix d'investir de certains agriculteurs ces fonds de vallée. Et puis un petit peu une autre question sur le retrait aussi des agriculteurs liés aussi aux difficultés administratives et notamment au retard de paiement qu'ont connu les MAEC à partir de 95. C'est des questions assez différentes. Si je prends la première sur le choix, entre guillemets, des fonds de vallée, en fait, ce qui ressort, c'est que pour certains, ils ne choisissent pas les fonds de vallée. En fait, ils reprennent des exploitations dans lesquelles, dans le parcellaire, il y a des fonds de vallée. On ne va pas découper une exploitation en mettant le fonds de vallée d'un côté et le reste ailleurs. C'est particulièrement le cas sur les grands GAEC. C'est un lot, et dans le lot, il y a des terres qui intéressent moins les agriculteurs. Pour les grands GAEC, c'est les fonds de vallée. Donc, ils investissent davantage les terres sèches plutôt que les fonds de vallée, sur lesquels on a plutôt une logique de déprise quand on est dans le contexte réel, en tout cas. Malgré tout, quelques exploitants assez rares nous ont dit avoir choisi de s'installer sur la vallée du Sarton. C'est le cas dans la catégorie des petites exploitations allaitantes herbagères. On a quelques agriculteurs qui nous disent « Je suis venu dans les fonds de vallée, j'ai un projet sur ce territoire ». Mais c'est quand même une petite minorité dans l'ensemble des agriculteurs qu'on a rencontrés. Également, sur les moyennes exploitations d'élevage, sont des exploitations qui ont besoin, pour extensifier leur système fourrager, pour contribuer à cette logique d'extensification et le maintien d'une activité rentable, de développer un peu leur parcellaire. Elles sont plutôt intéressées par les terres de fond de vallée qui ont de la valeur, une valeur notamment productive et agronomique, assez complémentaire des autres terres pour elles. Alors, je n'ai pas insisté sur cet aspect de l'enquête, mais on a aussi demandé aux agriculteurs comment ils jugeaient les terres de fond de vallée. Et on voit bien que ce qui fait la valeur des terres de fond de vallée, c'est leur capacité à produire même en été, ce qui est complémentaire des autres terres qu'on peut avoir sur les terres sèches. Donc, dans certains systèmes, notamment des systèmes fourragers basés sur l'herbe, les terres de fond de vallée sont intéressantes et sont à ce titre, a priori, recherchées par certains agriculteurs. Voilà, donc voilà sur la question, entre guillemets, pourquoi investir des fonds de vallée. C'est aussi pour ça que dans les deux catégories, petites exploitations herbagères et moyennes exploitations d'élevage, effectivement, les éleveurs investissent les fonds de vallée, les travaillent de manière à ce qu'elles soient productives parce qu'elles sont importantes dans leur système, alors que les grands GAEC tentent à les désinvestir. La deuxième partie de la question. Et sur le désengagement, avec une remarque complémentaire de Michel Hameline, qui est au PNR Normandie. Ah oui, les PNR. Et donc, du coup, qui nous précise que le fait d'avoir une régionalisation avec un découpage entre deux régions augmente pour les agriculteurs le risque de contrôle. Voilà, alors, c'est un peu... Ouais, mais c'est intéressant. Nous, ce qui nous a surpris dans cette enquête, c'est qu'on était dans un contexte de retard de paiement qui faisait vraiment l'objet de discussions très importantes dans la profession et parmi les animateurs de sites Natura 2000 notamment. Hein. C'est un vrai problème majeur. Et bien, les critiques n'ont pas du tout porté seulement là-dessus, comme je le précisais. Elles étaient nombreuses, variées et le contexte n'était pas favorable à une appréciation positive du dispositif des politiques publiques environnementales. Ça, c'est sûr, et il faut le souligner. C'est probablement une limite à la généralisation de cette enquête. Malgré tout, les critiques qui sont formulées sont souvent au-delà d'une critique sur le retard de paiement. Et en particulier, la question des contrôles, du risque lié au contrôle était particulièrement importante dans les critiques adressées au dispositif.
avec l'autre critique importante qui est celle de la complexité. Plusieurs enquêtés ont dit on va avoir bac+5 pour comprendre quoi faire. C'est trop difficile de rentrer dans ce dispositif DME, enfin local. On va devoir malheureusement conclure par une petite question un peu de mise en perspective. Finalement, ce qui apparaît aussi dans ce travail-là, c'est qu'on a des structures locales qui portent finalement les MAE auprès des exploitants, qui essaient finalement de faire s'engager les exploitants, et puis d'autres acteurs qui interviennent dans le contrôle. Et finalement, on a aussi quelques dissonances par rapport à ça entre finalement les volontés locales MAE, enfin si on a et puis les aspects un peu administratifs dont ils n'ont pas forcément la maîtrise. Et est-ce que ça se ressent beaucoup auprès des acteurs, enfin d'autres acteurs que ceux qui ont été enquêtés ici là, ce problème-là? Alors, je vais alors, n'ayant pas conduit moi-même les entretiens avec les autres acteurs institutionnels, locaux notamment, je vais avoir du mal à répondre à ta question. Par contre, ce que je peux préciser, c'est un sentiment de faible connaissance des agriculteurs, des rouages de ces politiques publiques environnementales. D'une part, au-delà des MAE et de l'arrêté de protection du biotope, ils maîtrisent mal la diversité des sites et des règles, des dispositifs qui sont sur ce territoire. Dans l'enquête, ils citent presque exclusivement les MAE quand ils citent un dispositif ou l'aménagement des abreuvoirs parce que ils ont été directement contactés et concernés. Sur le plan des administrations, celle qu'ils citent, c'est le PNR. C'est celle qui est connue et reconnue. Les autres ne sont pas cités en fait dans les enquêtes. Et donc, il y a une certaine, difficulté à se situer dans ce contexte institutionnel plus complexe que ça, malgré tout. Voilà, donc la complexité se traduit aussi par le fait que sur certaines questions, nos enquêtés nous renvoient à une vision un peu floue du coup de ce contexte institutionnel complexe où ils ont une mesure phare et un interlocuteur phare qui parfois d'ailleurs concentre les critiques du coup, ou pour certaines mesures les satisfait, notamment sur les abreuvoirs, les agriculteurs étaient satisfaits. Donc ça, c'est ce qui ressort clairement. Malgré tout, l'ensemble de ces scènes et interactions qu'ils ont avec des dispositifs ou avec des acteurs, et c'est le point positif, il me semble, fait qu'ils ont une assez bonne connaissance de la qualité écologique du territoire. Tout le monde connaît la mulette perlière parmi les agriculteurs. Ça pose pas de problème. Donc, il y a des choses qui sont perçues, connues et qui sont quand même le produit de l'investissement public sur le territoire, très clairement. Mais sur le plan de la mise en œuvre des acteurs et des règles, là, il y a une complexité qui est difficile à saisir par les agriculteurs. Merci beaucoup de ton intervention, Bertille. Il y a d'autres questions malheureusement auxquelles on ne pourra pas répondre. On laisse ton contact donc dans le chat pour les personnes qui souhaiteraient te contacter ultérieurement. Et on vous remercie tous d'avoir participé à ce séminaire. Et on vous donne rendez-vous à la rentrée pour la suite de nos webinaires en début septembre et jusqu'au mois d'octobre pour finaliser cette session de webinaire du PSDR 4. Merci beaucoup, Bertille. Et puis, la vidéo de ce webinaire sera disponible très prochainement sur la chaîne YouTube de PSDR. Merci à tous. Et puis, je répondrai avec plaisir aux questions complémentaires, sachant que les focus et synthèses de ces travaux seront aussi disponibles sur le site PSDR prochainement.